Chers amis, encore une fois, bienvenue. Merci d'être venus si nombreux. Je crois que vous avez raison d'être venus. Je vous invite tous à rester d'ailleurs pour le dîner après, parce que il faudra encore continuer le dialogue avec notre conférencier. Alors, comme je disais, notre conférencier est un architecte carougeois, et il va nous parler de Carouge, mais plus que de Carouge, puisque vous voyez le sous-titre, c'est de Carouge à la pointe du Four en passant par la pointe du Nant. Je pense qu'il voulait ajouter une dimension internationale, une dimension, et je salue un ancien maire de Carouge ici, qui est un ami de Jean-Paul Sarkozy, et aussi un conseiller municipal. Où est-ce qu'il est, notre ami Mathias? Oui, Mathias Meyer, qui est aussi un ami de longue date. Alors voilà, oui, je crois que c'est à la fois informel, mais je crois que nous sommes très heureux de revenir maintenant depuis plusieurs années à Carouge, et que souvent on vient à Carouge en admirant les monuments, en sentant qu'il y a une atmosphère particulière, mais on ne sait pas toujours pourquoi. Alors, je crois qu'on attend beaucoup que tu nous dévoiles le secret de Carouge, ou les secrets de Carouge. Voilà. Merci en tout cas d'être là. Merci. Bien, merci Michel. Moi, je suis très honoré devant une assemblée aussi importante d'avoir été sollicité pour faire une conférence. Je vous dis tout de suite, je ne suis pas historien, je suis plus architecte qu'historien, donc j'ai pris quelques libertés, et puis je ne savais pas qu'il y avait un ancien maire de Carouge, alors j'espère que j'aurai quelques précisions qui seront approximatives, que vous ne m'en voudrez pas. Donc, effectivement, j'ai ajouté de Carouge à la pointe du Four en passant par la pointe Dunant. Sous-entendu, c'est bien sûr Henri Dunant, puisque Michel a travaillé longtemps à la Croix-Rouge, et puis que le CICR a fêté ses 150 ans. Donc, les choses se sont mises un peu par hasard en place, et je vais vous expliquer comment nous allons faire cet itinéraire. Donc, je suis venu un dimanche pour faire des photos de Carouge, puis je suis tombé sur ce bâtiment assez banal, angle Place du Temple, rue Saint-Victor. Et puis, je ne connaissais pas, j'ai découvert cette plaque qui est sur cet immeuble, 22 rue Saint-Victor. En 1838, dans cet immeuble, Guillaume-Henri Dufour, quartier-maître général, installa le premier bureau topographique fédéral. C'était en 1838. Moi, comme topographe à l'armée suisse, on m'a toujours dit que le général Dufour était un type génial, pour la simple et bonne raison qu'il a fait des cartes topographiques à toutes les échelles, et ces cartes sont uniques au monde. Quand vous allez à Berne, au service topographique fédéral, vous entrez dans le hall d'entrée, il y a une immense carte de l'Australie, parce que les Australiens ont trouvé tellement de qualité ce que les Suisses faisaient. Donc on sous-estime cet aspect de cartographique dont l'origine est le général Dufour. Donc là, vous reconnaissez sa statue qui est à la place Neuve. Le général Guillaume-Henri Dufour, qui est par ailleurs aussi cofondateur de la Croix-Rouge, mais je reviendrai sur ce détail. Et puis, il a été ingénieur cotonal, il a été artilleur et ingénieur en génie militaire. Donc voilà un petit exemple de carte. Alors, si une fois vous prenez une de ces cartes, puis vous regardez le champ près de chez vous, et puis vous regardez que sur la carte, il y a 6 arbres qui sont indiqués. Bon, on ne le voit pas sur cette carte. Puis vous allez dans le terrain, puis vous comptez, puis vous verrez qu'il y a 6 pommiers. Donc c'est vraiment d'une précision incroyable. Et je crois que je ne connais pas maintenant les progrès qui ont été faits avec tout ce qui se passe avec les vues satellites. Mais il faut savoir qu'il est parti de la mer Méditerranée, et puis il a fait un nivellement de précision
en remontant la vallée du Rhône en 1864. Et puis, vous connaissez tous, en tout cas les Genevois connaissent tous, les pierres du Niton, bloc erratique qui se trouve dans la rade. Et sur cette pierre, il y a un repère à 373,6 mètres au-dessus de la mer. Et de là, il a fait toute la topographie du reste de la Suisse, donc en 1864. Donc, par hasard, je suis tombé dans cet immeuble des Carouges où il a créé ce service topographique, et ça m'a paru très intéressant. Comme j'ai toujours été un admirateur du général Dufour, il faut savoir une autre chose, c'est que quand ils ont démoli les fortifications, c'est lui qui a dessiné un plan directeur et un cahier des charges. Bon, l'ordonnancement aujourd'hui, il a un peu été détruit par des blocs d'architecture moderne, mais le front de la rade, c'est lui qui a dit, face à un beau lac, comme on a à Genève, eh bien, il faut offrir un front construit. Et il a fait un cahier des charges où il a dicté les volumes, le rythme, et puis il a également dessiné tous les murs de soutènement, comme ingénieur cantonal, le mur de soutènement du jardin anglais. Là, vous retrouvez cet ordonnancement de son plan directeur avec des blocs qui sont alignés. Et cette unité que nous avons assez unique et puis qui est digne un peu d'une grande ville. C'était pas quelque chose qui était fait comme ça pour une petite ville de province. Le général Dufour avait déjà, c'est des choses que vous pourriez voir à Paris, des alignements comme ça. Et c'est sa volonté d'urbanisme. Donc, c'était, outre un topographe, un ingénieur, c'était aussi un urbaniste. Là, il a dessiné des détails de mobilier urbain. Voilà des petits détails de la barrière que vous trouvez au jardin anglais. Donc, vous voyez qu'il avait aussi une sensibilité par rapport au lac. Donc, tout en préparant cette conférence, un jour j'étais dans la rue Étienne Dumont, là, qui est en ce moment en travaux, et je suis tombé sur cette plaque. Jules Guillaume Fick a imprimé ici en 1862 pour Henri Dunant un souvenir de Solferino, livre fondateur de la Croix-Rouge, comme beaucoup le savent. Et par hasard, le général Dufour y a vécu dans cet immeuble de 1826 à 1845. Je me suis dit, c'est quand même des coïncidences qui me touchent, et puis je voulais vous en faire part. Donc, le livre de souvenirs de Solferino, ben, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. C'est quand Henri Dunant a vu tous ces militaires mourir sur le champ de guerre de Solferino. C'est là où est venue son idée de créer la Croix-Rouge, et il a écrit ce livre. Voilà Henri Dunant, portrait vers 1860. Donc vous voyez qu'en partant de Carouge, je me suis permis d'aller loin. Et puis, je suis même allé encore plus loin parce que, bon, ça c'est une vue du Mont-Rose, du massif du Mont-Rose. Ça c'est une vue qui est prise pour les amateurs de ski à Zermatt, qui est pris au départ du Gornergrat. Et pour fêter les 150 ans de la création de la Croix-Rouge, le conseiller fédéral Didier Burkhalter a décidé, il a pris l'initiative de baptiser l'ancienne pointe ouest de la pointe du Four, enfin ce qui était pour nous la pointe du Four. Il a décidé de l'appeler la pointe du Nord. Donc la pointe du Four qui se trouve... attendez, ouais, j'ai été trop vite. Donc la pointe du Four qui est ce sommet-là. Pour ceux qui sont à Zermatt, vous savez qu'ici il y a le refuge du Mont-Rose.
La Pointe du Four était ce massif-là, qui était à 4634, et ils ont décidé de... Voilà la Pointe du Four, voilà la Pointe du Nant. Et par hasard aussi, au moment où je préparais cette conférence, nous avons un fils qui est guide de montagne et qui était dans cette région du Mont-Rose. Et j'ai dit, bah, fais-moi des photos. Alors il m'a fait cette photo, il m'a bien expliqué que ici vous avez la Pointe du Four, ici vous avez la Pointe du Nant, qui est 2 mètres en dessous de la Pointe du Four, mais maintenant du Nant à sa pointe, dans le massif du Mont-Rose. Donc, nouvelle coïncidence, notre fils était justement là-bas et il nous a apporté ces photos que je voulais vous faire partager. Je reviens encore 2 minutes au Général Dufour pour vous dire que le 1er août 1823, Dufour réalise avec Marc Seguin et Marc-Auguste Pictet la passerelle de Saint-Antoine sur le bastion Genevois-du-Pin, premier pont suspendu à câble métallique d'Europe, avec un pilier central sur lequel reposent 6 câbles porteurs qui aboutissent à chaque extrémité à 2 autres piliers disposés de part et d'autre du fossé. Le pont ne pesait que 8 tonnes et pouvait supporter jusqu'à 10 tonnes, 5 de trafic sur une chaussée large. Donc vous voyez que ce général Dufour, qui a un physique assez banal et qui est assez modeste, est un type vraiment extraordinaire parce qu'il vous dessine la rade, il vous dessine un pont, il est cofondateur de la Croix-Rouge. Donc j'ai voulu un peu lui rendre honneur. Comme on a dit que c'était un public international, tout le monde ne connaît peut-être pas très bien le général Dufour. Donc j'ai pris cette liberté de vous le présenter un peu plus de manière approfondie. Donc voilà pour cette première partie. Mais revenons à Carouge. Donc là, vous avez une carte de 1851. Donc Carouge a été inventé au XVIIIe siècle, mais ça c'est une carte du XIXe. Donc vous avez encore les fortifications. Je relève en parenthèse que vous avez ici la seule passerelle pour sortir de ces fortifications qui enjambent le bastion. Et vous avez cette petite ville de Carouge qui est déjà en 1851, qui est déjà très bien construite. Et on parle de cette période pour remonter dans le temps. Donc là, nous sommes en 1700, c'est une carte de 1754. Donc vous avez le royaume de Sardaigne, dont le chef-lieu est Turin. Et dans le royaume de Sardaigne, je vous montrerai après une carte détaillée, vous avez la province de Carouge. Donc à cette période-là, tout est dirigé à Carouge par le roi Victor Amé qui règne sur le royaume de Sardaigne. Voilà la province de Carouge, donc je vais vous éclairer un petit peu. Donc vous avez Genève ici, la province de Carouge qui va jusqu'à Hermance, qui encercle Genève, et qui, là vous avez le Rhône, là, vous avez l'Arve qui arrive ici. Et Victor Amé dit, mais on va profiter, il sent que Genève est un lieu important, et il dit, on va créer aux portes de Genève une cité. Alors il hésite en Port-Choiseul, enfin la ville de Choiseul, ou Carouge. Il pose des questions à ses architectes, et puis ses architectes disent non, on a regardé ce qu'on peut faire à Choiseul, mais c'est pas aussi bien. Il faut qu'on développe Carouge. Donc à cette période-là, vous avez le tracé campagnard de la rue ancienne. C'est une carte de 1750. Donc vous reconnaissez là. Actuellement, le pont neuf, il se trouve ici. Et vous avez ce petit chemin qui va en direction d'Annecy. Et ici, vous avez une petite passerelle qui devait venir depuis Genève. Vous avez cet ancien tracé qui, vous verrez, qui est vraiment un tracé important. C'est la future épine dorsale
de Carouge, et qui existe donc avant que les architectes de Turin prennent possession des lieux. Dans le livre de Corbeau, il explique que cette rue courbe, qui est la rue ancienne, eh bien c'est comme le tracé de Broadway dans l'île de Manhattan. Donc vous connaissez sûrement Broadway à Manhattan. En 1881, à l'époque précolombienne, il y avait des Amérindiens qui traversaient Manhattan, et la théorie d'André Corbeau qui se tient, c'est la même chose, c'est le même concept. Il y a un ancien tracé historique et on le garde. Donc voilà une carte de 1754 rapportée au plan actuel. Donc vous retrouvez cet ancien tracé campagnard, et en 1754 il n'y a que ces bâtiments qui se trouvent proches de l'ancien tracé, et puis un bâtiment ici qui se trouve là. Donc Victor Hamé, il a délégué plusieurs architectes, même 6. Je vous les donne en vrac, donc dans l'ordre où ils sont intervenus à Carouge. Donc il y a eu Carella, il y a eu Piacenza, il y a eu Manera, il y a eu Robilian, Viana et Giardini. Donc voilà le plan de Manera, qui est un des plus intéressants. Donc, je m'excuse. Donc, voilà un tracé régulateur avec cette orthogonalité là, ce quadrillage. Vous retrouvez l'ancien tracé du chemin campagnard, et les constructions qui commencent à trouver leur fondation le long de la rue ancienne. Et voilà un des premiers tracés régulateurs qui a été fait en environ 1760. En promenant dans Carouge, j'ai trouvé deux anciennes maisons où effectivement le tailleur de pierre a mis la date sur la fenêtre. C'est une photo que vous pouvez voir actuellement. Une autre, en haut, la rue ancienne, 1763. Donc, c'est justement ces maisons dont on voyait sur le plan, à l'origine de Carouge. Corbeau, voilà donc ce tracé courbe de la rue ancienne, qui est la seule rue qui est courbe à Carouge. André Corbeau insiste beaucoup sur ce qu'il appelle les vues bloquées. Il dit chaque rue bute, une rue rectiligne, elle bute sur un ensemble construit. Et dans son bouquin, il explique que ça donne un caractère urbain de l'espace. La ville acquiert ainsi une compacité figurative qui corrige efficacement la petitesse de ses dimensions réelles. Donc vous avez plusieurs... Alors ça, c'est une vue bloquée très récente. Je suis un des architectes de ce bâtiment. Et c'est un des arguments que nous avons développé à la rue de la Faïencerie. Parce que cette rue arrivait sur un jardin. Et pour faire passer le projet avec les commissions, j'ai dit nous allons recréer une rue bloquée, et c'est un des bâtiments que nous construisons là derrière. Voilà, ces rues bloquées, donc vous avez une rue rectiligne qui arrive sur les bâtiments. Donc Corbeau insiste beaucoup sur ce côté urbain qui est donné par ces façons d'avoir des rues bloquées. Une des plus belles vues de Carouge, c'est sur cette maison Perrier, qui est due à l'architecte Manera. Donc vous reconnaissez, pour ceux qui connaissent Carouge, la rue Saint-Victor.
et cette magnifique maison Perrier qui est due à Manera justement et qui date de 1780. Donc pour illustrer ces vues bloquées, c'est en général un bâtiment que nous montrons. Il y a un autre point que je voudrais développer à Carouge, c'est de vous parler des deux places du marché et de la place du temple. Mais avant de vous parler de ces deux places, je vais vous parler d'une autre place qui est la place Neuve. Pour moi, urbaniste, un peu architecte, un peu urbaniste, j'ai toujours l'habitude de dire que la plus belle place de Suisse, malheureusement c'est un giratoire, la voiture, mais la plus belle place de Suisse, c'est la place Neuve. Parce qu'une place qui est entourée de bâtiments publics, vous avez vu le conservatoire, il y a le Grand Théâtre, il y a le musée Hirat, de l'autre côté il y a le Jardin des Bastions. Vous imaginez que s'il n'y avait pas les voitures sur cette place, ni Zurich, ni Berne, aucune ville de Suisse n'a une place aussi belle que celle-là. Et pour moi, la définition d'une place, c'est un espace où il y a des bâtiments publics et qui sont animés par des gens qui vont au Grand Théâtre, des gens qui vont au conservatoire, ou des gens qui vont au musée Hirat. Donc je voulais faire un petit clin d'œil avant de vous parler des deux places de Carouge. Alors les deux places de Carouge, c'est très différent. C'est deux places qui sont dont il y a deux églises. Là, vous avez l'église catholique avec un détail. Et là, je fais une petite pause parce que j'espère que ça va marcher. Un dimanche, où je faisais des photos, le carillon a sonné. Et cette église Sainte-Croix a un très beau carillon. Je l'ai enregistré. Et grâce à la technique et à notre fille Virginia, je vous fais juste entendre ce petit carillon. Moment de recueillement. Et quand ça va s'arrêter. C'est plus long que je pensais. Je vais l'arrêter. Donc, par rapport à la place Neuve qui est entourée de bâtiments publics, ces deux places de Carouge, en fait, c'est un mixte. Elles sont chaque fois dominées par un monument qui est une église, mais de chaque côté, vous avez des arcades de commerce, vous avez du logement, vous avez même un cinéma. Donc, je voulais vous faire sentir la différence entre des places très urbaines, les trois places sont des places très urbaines, mais une est entourée de logements avec une domination d'une église, et les autres sont la place Neuve est dominée avec des bâtiments publics. Donc l'église Sainte-Croix, quand vous l'avez regardée, vous vous dites mais on est à Rome, on est où à Venise, enfin, c'est une église qui a subi plusieurs aléas, plusieurs modifications. Le premier plan qui est dû à Piacenza, il date de 1774. Il s'inspire effectivement des églises romaines, il s'inspire de Palladio. Je reviens juste sur une vue de la place. Donc, comme je le disais avant, vous avez des commerces, vous avez des logements. Et voilà. Mais je reviens. Alors ça, c'est la place du Temple avec le temple. Je vous expliquerai après
comment Carouge a réussi à avoir un temple et une église catholique. Voilà le temple. Alors lui, il a une architecture plus récente, enfin, il a été fait plus tardivement avec une architecture néoclassique. Et je reviens à Sainte-Croix. Voilà, quand vous voyez des détails comme ça, vous pouvez imaginer à Venise certaines églises Palladio, c'est très proche de ça. À l'intérieur, vous avez ces magnifiques détails en stuc. Voilà un très beau détail en stuc. Donc, Carouge a comme ça des petits trésors. Donc, comme Michel m'a demandé de vous faire découvrir Carouge, j'essaye un peu de vous montrer des détails que tout le monde ne perçoit pas. D'autres éléments très importants à Carouge, c'est les fontaines. Il y en a 4. Elles sont toutes classées monuments historiques. Elles sont dues à Jean-Daniel Blavignac, avec ces signes hérissés en guise de goulot. Voilà la fontaine à la place du temple, également avec un goulot avec des signes. Voilà un détail de ce goulot avec ce signe hérissé. Une deuxième fontaine moins importante sur l'autre face du temple de Carouge. Et la dernière fontaine sur les 4 qui se trouve en haut la rue ancienne. Donc ces 4 fontaines ont été classées monuments historiques. Dans le mobilier urbain, vous avez ces magnifiques bancs qu'on appelle récamiers qui sont vraiment très intéressants et très caractéristiques de Carouge. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un plan social et politique, le royaume de Sardaigne a été très tolérant, puisqu'ils ont dit qu'il faut aussi un temple, donc c'était quand même un royaume très catholique. Ils ont dit, ben, nous on est d'accord qu'à Carouge il y ait un temple, et puis ils ont aussi donné leur accord à ce qu'une colonie juive venue d'Alsace s'installe. On a même retrouvé dans la maison des comtes de Verrier les traces d'une ancienne synagogue, mais surtout, je n'ai jamais compris pourquoi il y avait un cimetière juif à Carouge, à la Fontenelle. Et en fait, en préparant cette conférence, j'ai vu que ça date d'une période où le roi de Sardaigne a dit non, après tout à Carouge, soyons tolérants et puis acceptons différentes autres églises. Je reviens alors sur un plan plus urbanistique. En fait, la typologie des rues, donc les architectes de Turin voulaient, par rapport à... Il faut imaginer qu'on sortait un peu de l'architecture et l'urbanisme du Moyen-Âge, où les rues étaient étroites, les maisons assez hautes. Et les architectes de Turin, ils ont dit non, il faut faire des rues larges et des maisons basses avec un ou 2 étages. Donc, et puis, alors, autre trait qu'ils ont dit, il faut faire entrer la végétation dans la ville. Donc, il faut, le roi Victor Almé a dit, il faut une ville ouverte avec des jardins. Donc, dans tous les îlots, je vais vous en montrer une série. Dans tous les îlots, vous avez de la verdure. Là, c'est un îlot où notre bureau d'architecte avons fait un petit cabinet pour un pédiatre et son épouse qui a un cabinet de sculpture en haut. Mais vous voyez qu'il y a aussi énormément de végétation. Voilà. Et alors, ce fameux dimanche matin, j'ai été très étonné, justement. Il n'y avait pas de bruit, très peu de circulation. Et vraiment, cette ville verte reçoit énormément d'oiseaux. J'ai été très étonné, comme au milieu de la ville que je connais bien pourtant. On entendait autant
les oiseaux. Voilà. Donc, cette ville verte, elle a aussi été, voilà, un autre jardin, c'est la maison des comtes de Verrier. Et puis, ça c'est un autre projet d'un immeuble que notre bureau avons transformé il y a une vingtaine d'années. Donc on a essayé le peu d'espace qu'il y avait dans ces cours. Je vous montre ces cours parce qu'elles sont inconnues et puis on ne peut même pas y pénétrer, il n'y a que les habitants qui peuvent y pénétrer. Mais c'est des toutes petites cours, mais il y a néanmoins de la végétation. Voilà. Et un des architectes a voulu aussi introduire de la végétation et il a tracé ce boulevard des promenades qui est aussi un des éléments que les architectes de Turin ont voulu magnifier avec de la verdure. Voilà. Alors, il y a une chose que je voudrais insister, c'est qu'en général, toutes les maisons sont assez modestes, mais les maisons d'angle appartenaient toujours à des notables. C'était les plus beaux bâtiments. Donc on les reconnaît aussi, ces maisons de notables, parce que sur un plan architectonique, eh bien, le traitement de l'angle a été fait d'une manière beaucoup plus soignée, avec cette chaîne d'angle. Vous voyez, ça c'est une maison ici avec des cordons. Enfin, elle est plus soignée que d'autres maisons qui sont relativement modestes. Voilà un autre bâtiment avec toujours cette chaîne d'angle. Toutes les maisons d'angle ont cette chaîne d'angle qui montrait que c'était des maisons. Et autre élément important, en général, c'est le seul élément décoratif et architectonique que vous trouvez dans les maisons de Carouge assez modestes, c'est les portes d'entrée. Donc elles étaient des fois assez architecturées, plus ou moins architecturées, disons, mais il y avait toujours une volonté de l'architecte de chercher un dessin intéressant, sans compter que les boiseries, la porte étaient aussi traitées d'une manière intéressante. Voilà, il y en a des plus ou moins architecturés, plus ou moins modestes. Et là, c'est la maison des comtes de Verrier, où l'architecte a encore donné un peu plus d'emphase à l'entrée, en y plaçant ce petit balcon et en traitant la ferronnerie avec élégance. Voilà, vous voyez, il y a un petit détail avec des fleurs. C'est assez recherché. C'est les seuls éléments un petit peu luxueux qu'on trouve, enfin luxueux, par rapport à des villes, à d'autres villes. Voilà. Là, c'était probablement, c'est la pharmacie de la place du marché, c'était probablement deux immeubles et il y avait deux entrées. Maintenant, c'est un seul local commercial. Alors, il y a une grande polémique qui est au sujet des crépis. Donc, André Corbeau, il insiste beaucoup sur les crépis d'origine qui sont exécutés avec du sable, de l'arbre, gris et de la chaux. Et que c'est en général un crépi assez grossier, donc il est gris. Les encadrements de fenêtres sont blancs, passés à la chaux blanc. Ça, c'est la théorie de Corbeau. La chaux blanche sur les encadrements fait ressortir le côté gris du crépi. On peut très bien imaginer que les maçons sont allés dans l'arbre prendre du sable pour faire leur crépi. J'insiste là-dessus parce qu'il y a maintenant beaucoup de volonté de changer complètement cette origine. Carouge n'a jamais été une ville baroque, n'a jamais, comme on en trouve dans le Tyrol, mais il y a une grande mode maintenant de faire des crépis de couleur. Alors
je ne juge pas, je ne prends pas position, mais je vous dis que maintenant il y a un peu ce conflit entre les tenants du Carouge classique et puis les tenants. Là, c'est une petite maison bleue dont on a beaucoup parlé. Elle est très petite, mais elle était très bleue. Voilà, là aussi, vous avez un crépi vert. Je ne prends pas position, mais je vous dis qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le temps. Voilà, donc Carouge, c'était une ville royale construite sur ordre du roi Victor Hamid III de Sardaigne, construite près de Genève pour profiter de la réussite de Genève. Je ne voudrais pas parler de Carouge sans vous dire que dans les années 55-60, la population de Carouge, il y avait beaucoup d'Italiens à Carouge, qui avaient des enfants et puis qui ne pouvaient pas reloger à Carouge. Donc il y a eu une volonté des autorités de construire un nouveau quartier qui s'appelle les Tours Carouge. Et les urbanistes de l'époque ont eu l'intelligence de mettre ces tours, c'est quand même des tours de Ré plus 13 étages, de les mettre sur la tranche. Donc quand vous vous trouvez dans Carouge, elles sont pas, on les voit, on sait qu'elles existent. Elles respectent aussi le quadrillage des plans, des différents plans, puisqu'elles ont été mises perpendiculaires au boulevard des Promenades. Mais ces tours ont eu le fait, il y a à peu près 850 logements, il y a 5 tours comme ça, plus une 6e, il y a à peu près 850 logements qui ont été construits, et puis ça dialogue très bien avec le vieux Carouge. Voilà le nouveau une de ces tours, vu depuis la place du Temple. Donc vous voyez que ce n'est pas très gênant. Et là, je vais vous montrer, puisqu'on parle du vieux Carouge, je vais quand même vous montrer une série de photos de ces tours. Voilà. Des détails architecturaux, comme la chaîne d'angle pour le Carouge, mais ça c'est avec du béton brut. Là, c'est vu à travers la fontaine. Ça, c'est une vue d'hiver. Justement, cette fontaine, il y a quelques années, il y avait tout un groupe de touristes japonais qui étaient là. Et c'était une des choses qu'ils voulaient voir à Genève, dans leur visite, c'était les tours de Carouge. Bon, les tours de Carouge et la fontaine. Bon, il faut dire que j'ai parlé avec eux et il se trouvait que c'était des architectes. Mais cette fontaine, qui a été dessinée par Slobodan Vassilievitch, qui était un des architectes qui travaillait dans le bureau qui construisait les tours. La commune avait mis une petite plaquette il y a quelques années en donnant la référence de l'architecte qui avait dessiné ces tours. Et puis je ne sais pas pour quelle raison ils l'ont enlevé. Mais moi j'étais assez ami avec Slobodan et il était très fier de ces tours. Voilà les tours sous la neige. Voilà encore cette fontaine avec... voilà. Donc là, pour terminer, je vous ai mis une photo des années 60 de Carouge, une photo aérienne. Donc on voit qu'il n'y a que 4 tours qui sont construites. La 5e, avec la fontaine qui est là, est en cours de construction. Et toute cette zone-là n'était pas encore construite à l'époque. Et également, là où nous sommes en ce moment, vous avez l'ancienne paroisse qui se trouve là. Et quand vous sortirez, vous verrez que sur cet immeuble, il y a une petite plaquette qui explique que le théâtre de Carouge, qui aujourd'hui se trouve ici, le théâtre de Carouge a été créé dans cette maison paroissiale qui se trouvait exactement à cet emplacement ici. Voilà. En conclusion, donc, avec l'occupation française en 1814, le 16 mars 1816, au traité de Turin,
la Confédération prend possession de Carouge. Donc au 19e, Carouge est mal considéré, c'est une ville un peu de western, c'est une ville où on vient se défouler. Les calvinistes qui ne pouvaient pas se défouler à Genève, mais se défouler à Carouge. Il y avait de la contrebande, enfin, il y a eu une période où Carouge était un peu un endroit un petit peu mal compris, et ce qui n'est plus du tout le cas, comme vous le savez aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère pas avoir été trop long. Merci.